Mesdames, Messieurs, très chers téléspectateurs, bonsoir. Vous êtes toujours en plein dans la CAN des surprises, la plus belle CAN, celle de l'hospitalité, celle qui a mobilisé le cœur de tout un pays, nous y sommes. C'est la terre des académies, parce que, évidemment, la Côte d'Ivoire est l'une des terres en Afrique où les académies de football sont avec de nombreux jeunes qui sont formés chaque année pour aller justement monnayer leur talent en Europe. Ce pays-là est un pays qui vit le football. Cela se ressent dans le cadre de cette CAN et on est tout simplement très heureux de savoir qu'aujourd'hui tout cela paye à travers les éléphants qui vont disputer dès demain sous le coup de 17 h leur rencontre des demi-finales face à un pays aussi qui a suivi après la Côte d'Ivoire dans la formation, le Mali. Et nous, aujourd'hui, on en parle encore avec vous à travers justement tous ces messages-là, Christelle. Nous arborons, nous, justement, depuis quelques semaines, des messages contre justement les violences. Eh bien, les amis, fair play, carton rouge à toute forme de violence. Bonsoir, Christelle. Bonsoir, André. Merci d'être là ce soir et merci à vous de nous suivre. Bonsoir chez vous. Dans une humilité totale, André, la Côte d'Ivoire s'apprête à affronter le Mali demain. C'est bien de le dire. Hein. Bah oui, à Bouaké. À Bouaké, c'est à partir de 17 h. Les cœurs battent à la chamade, mais la paix, la solidarité des peuples et bien évidemment l'amour et l'histoire de ces deux peuples-là devra prôner quel qu'en soit le résultat. Élisée Boloubeu est avec nous ce soir. Très cher, bonsoir. Vous arborez le drapeau de quel pays? La Guinée, Élisée Boloubeu. L'écharpe de la Guinée. Du Syli, un soutien au Syli national de Guinée. Contre la RDC. Voilà, qui joue tout à l'heure contre la RDC. Et je pense que si on avait même une écharpe, lui, il aurait mis l'écharpe de la RDC ou d'un autre pays pour dire que c'est l'Afrique unie. C'est ça. Bonsoir, merci d'être là, Élisée. Merci, Christelle. Marius Komoé, bonsoir. Bonsoir, Christelle. Vous supportez qui, Guinée Moi, je reste toujours attaché à mon équipe. Je ne peux pas. Pourquoi je vais supporter une équipe qui va venir après me faire. D'accord. C'est tout. Gérard Talman, bonsoir. Nous sommes très heureux de vous avoir ce soir encore. Merci Christelle, c'est gentil. Moi également, heureux de vous retrouver à chaque fois, tous les jours de la semaine justement. Très bien, alors je ne vous demanderai pas à qui vous supportez, je sais que ce sont les éléphants. Et évidemment. Comme nous, André Bois, le plateau est 7 et vous aussi, on y va maintenant. Évidemment, vous le savez, les autorités de la Côte d'Ivoire et du Mali appellent à promouvoir l'esprit fair play. Eh bien, tous ces oiseaux de mauvais augure qui racontent tout et n'importe quoi, évidemment, vous ne serez pas suivis par nos chères et braves populations, puisque, il faut le dire, nous sommes avant tout des amoureux du jeu. Le foot, ça reste du jeu. Gérard Tolman, lui, il est là, hein, Christelle. Vous l'avez encore invité aujourd'hui pour son 6 minutes sport. Effectivement, Gérard Talman, la porte est grande ouverte maintenant pour le 6 minutes sport. On y va. Alors, Gérard, bonsoir. Rebonsoir Christelle. L'arbitre du match Côte d'Ivoire-Sénégal a été suspendu, Gérard. En tout cas, la rencontre Côte d'Ivoire-Sénégal aura été fatale à l'arbitre international gabonais Pierre Ghislain Acho, voilà, très clairement. Il a été suspendu et retiré de la compétition qui, comme vous le savez, court jusqu'au 11 février prochain. La cause, sinon la raison évoquée, il y a 3 actions que la CAF a estimées, sur lesquelles l'arbitre n'a pas vraiment assuré. La première action, c'était le tacle de Sadio Mané sur Sangaré Ibrahim. Il aurait dû avoir un rouge. Voilà, tout simplement, il n'en a rien été. Et la deuxième action, il a été estimé que, bon, monsieur Pierre Ghislain Acho n'a pas aussi également sifflé un pénalty en faveur des Sénégalais, une faute dans la surface d'opération. Oui, ça c'est discutable. C'est complètement discutable. Oui, Ismaïla Sarr. Voilà. Et la troisième action majeure de cette rencontre, c'est que la CAF a estimé qu'il y avait hors-jeu sur l'action, la passe en profondeur de Sébastien Haller qui amène la faute de Mendy sur Pépé, sur ce pénalty-là. Voilà. Donc, non mais attends, la CAF, là, j'ai rien compris. On n'a pas à commenter vos infos. C'est-à-dire que la CAF nous dit qu'on aurait dû siffler hors-jeu au lieu de siffler le pénalty. Tout à fait.
Et pourtant, la VAR a été visionnée. C'est clair. Favoriser le hors-jeu sur le penalty. Enfin, il va y aller ici comprendre quelque chose. Alors, ça veut dire qu'il y a un acte de violence, mais on aurait dû laisser tomber. Tout simplement pour siffler le hors-jeu. OK. Bon, alors, par rapport aux aigles du Mali, les éléphants ont les faveurs de pronostic. Exactement. Les éléphants de Côte d'Ivoire, vous le savez, seront aux prises aux aigles du Mali demain, 17h, au stade de la Paix de Boaké. Mais les éléphants de la Côte d'Ivoire ont la faveur, sinon les faveurs des pronostics. Et même, il y a la IA, l'intelligence artificielle, qui s'est invitée dans cette affaire. Elle dit comme ça que la Côte d'Ivoire a 42,6% de chances de remporter la rencontre, alors que les aigles du Mali, eux, 31,3% de remporter la rencontre. Et également, il y aura 26% pour le match nul. Donc tout ça, en tout cas, c'est intéressant. Et ça nous conforte bien évidemment dans notre position, parce que depuis 1965 que les aigles du Mali croisent les éléphants de Côte d'Ivoire, voilà, et ils ont joué au moins 32 rencontres, 19 victoires pour la Côte d'Ivoire, 4 petites victoires pour le Mali, voilà, et 9 matchs nuls. Bon, on espère que demain, ce sera la 33e rencontre. Ce sera une victoire pour la Côte d'Ivoire, pourquoi pas. Forcément. La 20e. Ouais, oui, exactement, la 20e pour la Côte d'Ivoire, mon cher Élie. Alors, Gérard, le Real de Madrid va patienter pour Mbappé. Ah oui, bon, c'est vrai qu'il y a eu un teaser du Real Madrid ces 2-3 jours, et ça a du coup enflammé tous les aficionados de la Maison-Blanche qui avaient espéré voir une annonce de la part du Real Madrid relativement à Kylian Mbappé. Eh bien, les amis, il n'en sera absolument rien, c'est juste un petit partenariat qui a été teasé, un partenariat avec une maison qui offre des services informatiques. Et le logo de cette maison va figurer désormais sur la manche du maillot du Real Madrid. Pour Kylian Mbappé, eh bien, tous les Merengues vont devoir patienter. Ne sait-on jamais, d'ici juin 2024, la transaction pourrait se faire. Parce qu'une chose est sûre, cela n'aurait pas pu se faire en février, oui, puisque de toutes les façons, le joueur est sous contrat et les clubs en foot ne déclarent pas justement des transferts pendant qu'un joueur est encore Parce que son contrat finit le 30 juin. Le contrat de Kylian Mbappé, il finit le 30 juin. Très Gérard, bien. Vous restez là, on va commenter souci. ensemble tout ce qui s'est passé autour de cette rencontre à venir de la Côte d'Ivoire et on va parler justement du qualifié sur la rencontre qui a eu lieu aujourd'hui sous le coup de 17h. Voilà, merci Gérard pour le Sim Sport. À tout de suite. Désormais favori, le Nigeria jouera les demi-finales, c'est acté. Le Nigeria a battu donc l'Angola et est le premier qualifié. C'est un peu, on va dire, un peu normal au regard de l'importance, au regard des stades de ce pays, au regard de son palmarès. Eh bien, le Nigeria a fait l'exception dans le cadre de cette CAN où tous les gros ont pris la porte. Une fois qu'on sait ça, pensons aux éléphants qui sont entrés, on va dire, dans la concentration maximale pour la rencontre de demain. Faye Mers est en train de donc préparer son équipe. Il était en conférence de presse d'avant-match. Eh bien, qu'est-ce qu'on en dit? On parlera aussi de ces autorités qui appellent à l'apaisement. De toutes les façons, il ne faut pas donner trop de résonance à tous ceux qui oublient qu'il y a une alliance à plaisanterie entre les Maliens et nous, entre les peuples africains qui veulent extrapoler. Vraiment, attention. On a le droit quand même de plaisanter. Parfois, c'est des plaisanteries qui peuvent être dures, mais ça reste de la plaisanterie. Alors, parlons-en, Christelle. Exactement. Alors, en conférence de presse, Aimé Faye disait ceci: « Je ne suis pas un magicien, je suis un jeune entraîneur qui vit avec le groupe depuis plusieurs mois et j'ai pu avoir les mots pour remonter le moral des troupes face à la face à la catastrophe de la Guinée équatoriale. Nous venons tellement de loin que nous ne pouvons pas être favoris. Nous allons rester humbles, n'est-ce pas? Nous allons rester très humbles et travailler. » Alors, quand vous entendez ces propos-là, justement, Marius Komoé, quelle analyse faites-vous de cela? L'humilité précède la gloire. Et l'orgueil, la chute. Un monsieur comme Faye Mers qui a joué sur les grands stades d'Europe et qui a même contribué justement au rayonnement du football ivoirien dans les années où la Côte d'Ivoire brillait de tout feu, sur tous les stades d'Afrique avec les Didier Drogba et tout ça. Ben, on peut le dire, il a une forte expérience des hautes compétitions. Il a joué plusieurs fois la CAN. Il sait comment motiver une telle équipe, parce qu'au final, c'est une nouvelle génération de brillants joueurs que nous avons, mais la mayonnaise ne prenait pas.
Et qu'est-ce qu'il fallait donc pour amener nos joueurs à jouer sur leurs propres valeurs et à se débarrasser d'un certain nombre d'orgueil, de problèmes de personnes dans le groupe. Et il a su remotiver cette équipe. Et aujourd'hui, nous avons vu les résultats de son premier coaching avec donc le match qui nous a vu être en face de la grande nation de football qu'est le Sénégal, parce que l'équipe sénégalaise est l'une des meilleures aujourd'hui en Afrique. Et d'ailleurs, elle nous l'a tellement prouvé en remportant la CAN à l'édition précédente. Et nous ne doutons point même de l'avoir en finale. Il a fallu un sursaut, un véritable sursaut, une grande conscience de leur engagement au vu justement de ce que le peuple de Côte d'Ivoire attendait de cette équipe pour que nous ayons ces résultats. Et donc, nous tirons notre chapeau à ce jeune entraîneur et nous espérons que la FIF lui reconnaîtra toute cette valeur. Merci beaucoup. Élisée Boloubeu, une équipe en construction, un groupe en construction, l'humilité, comme il l'a dit, Marius, précède la gloire. Il l'a dit, Emers, nous ne pouvons pas nous considérer comme favoris. Oui, je pense qu'aussi il faut voir dans les propos de Faye Emers une volonté de faire baisser quand même la pression au niveau des joueurs en disant que nous ne sommes pas favoris. Mais je pense aujourd'hui, pour tout observateur du football et surtout au regard de la rencontre livrée par les éléphants il y a quelques jours face au Sénégal, les données, en tout cas statistiques, ont changé. Et vous verrez que pour la majorité des observateurs, aujourd'hui, la Côte d'Ivoire se positionne un peu en favori, enfin, en tout cas dans cette rencontre face au Mali. Quoique le Mali reste une très belle équipe, en tout cas qui joue très bien au football, mais cela n'enlève rien au fait qu'aujourd'hui, au regard, comme je l'ai dit, de la prestation des éléphants, les éléphants se positionnent à nouveau comme favoris dans cette compétition-là. Donc je dis que MS, dans le dialogue, dans son discours, il faut ressortir une intelligence à l'être. Moi, c'est ce que je vois. Il est vraiment intelligent. Parce qu'il sait aujourd'hui qu'il y a une possibilité de pression qui peut être mal contenue par les joueurs. Donc déjà, en disant à tout le monde, nous ne sommes pas favoris, ça permet à tout le monde de baisser déjà, de savoir que si on va dans un match de football, c'est la réalité des 90 minutes. Donc, ne soyons pas très euphoriques. Allons avec l'humilité dans le match, considérons l'adversaire, respectons l'adversaire, bien évidemment, gardons nos valeurs qui nous ont permis de sortir de cette rencontre qui reste aujourd'hui une rencontre de référence. Voilà, gardons nos valeurs, mais ne nous emballons pas. Donc, vraiment, je vais dire, c'est le discours de l'intelligence même du sélectionneur. Et quand il dit qu'il n'est pas un magicien, je pense aussi que c'est un message qu'il adresse à tout le monde pour dire c'est vrai qu'on a réalisé un exploit face au Sénégal, mais ne pensez pas que c'est juste 2-3 jours de travail qui ont donné ce résultat. Les jeunes ont de la qualité déjà qu'ils ont. On a capitalisé sur cette qualité-là, et puis on a ajouté le discours. Donc c'est vraiment un travail collégial qui nous a permis d'aboutir à un tel résultat. Très bien les amis, beaucoup parlent d'humilité. Est-ce que justement pour motiver une équipe, je dis ça parce que je regarde un peu toute la campagne qu'on mène pour parler d'humilité, etc. Est-ce que pour motiver une équipe, il ne faut pas à un certain moment l'assurer de sa force et de sa capacité à battre l'adversaire? Parce que je ne sais pas ce que ce discours-là, finalement, pour vous, est forcément productif, Gérard. Okay. Très rapidement, avant de rebondir sur votre question, mon cher André, déjà, s'il fallait noter la communication de Faye Emers depuis sa prise de fonction, moi, je dirais ce serait du 5 sur 5. Il a vraiment la tête sur les épaules, il est très, très froid. Et n'oubliez pas aussi qu'il y a le discours officiel et il y a le discours officieux. Tout à l'heure, comme Élisée le mentionnait, bon, il faut faire descendre un peu la pression, voilà. Mais je peux vous garantir quasiment à 100% que le discours que Faye tient là, devant les médias, ce n'est pas forcément le discours qu'il tient quand les éléphants sont dans leur bulle, quand ils sont en concentration. Il doit y avoir franchement des discours qui motivent à 200% les joueurs pour que ceux-ci soient prêts pour livrer cette bataille. Parce qu'il faut bien le dire, c'est une bataille contre les aigles du Mali. C'est une bataille et vous dites très bien que les mots qu'on entend là publiquement ne doivent sûrement pas être les mots qu'on donne aux joueurs. Mais justement, revenons très rapidement, après on va revenir sur l'aspect technique, on va aussi parler du sélectionneur malien. Les mots du public, est-ce qu'aujourd'hui, toute cette campagne de fair play, etc., vous, quand même, vous restez convaincu que cette campagne aura son effet, Marius Komoé? Mais nécessairement. Dès lors que les Ivoiriens sont attentifs justement au message, n'oubliez pas que nous avons une culture de paix. Ce pays d'abord a une culture de paix. Les actes de violence, les actes tendant justement à créer la tension inutile dans les stades ne sont pas à l'apanage des Ivoiriens. N'empêche que
pour l'avant-dernier match, j'allais dire le match contre la Guinée équatoriale, eh bien, les Ivoiriens en avaient un peu jusque-là, étant entendu qu'ils attendaient véritablement que leur équipe nationale joue sur ses propres valeurs. Je pense qu'avec le match du Sénégal, eh bien, les Ivoiriens ont retrouvé la plénitude des capacités de leur équipe nationale. À partir de ce moment, tant que l'équipe gagne, mieux, tant que l'équipe joue bien, même si nous perdons, les Ivoiriens comprendront et accepteront la perte d'un match pourvu que leur équipe ait bien joué et ait fait montre de capacités footballistiques intrinsèques. Mais perdre sur des notes de désespoir, des notes de non-engagement de l'équipe et des joueurs, ça, les Ivoiriens ne sont pas prêts à l'accepter. Gagner, c'est gagner. Perdre dans la dignité, les Ivoiriens sont prêts à perdre dans la dignité. Élisée Boloube, on l'appelle la canne de l'humilité, on peut le dire, André, ouais, avec humour, certes, mais est-ce que ce n'est pas justement un moyen pour calmer la tension, apaiser les tensions et ne pas permettre justement aux ennemis de progrès d'avoir leur voix, comme on dit, voilà, d'avoir leur voix pour ne pas que ce match-là puisse aller à la dérive. Parce qu'on a vu des autorités appelées justement au calme et au rappel des relations qui unissent ces deux pays-là, la Côte d'Ivoire et le Mali. Oui, je crois que ceux qui disent, ou du moins qui ont mis la canne de l'humilité, veulent se référer quand même à, je dirais, au début de compétition. Vous savez qu'aujourd'hui, on a d'importantes sélections qui étaient même données favorites pour le trophée final, mais qui aujourd'hui ne sont plus dans la compétition. Pas parce qu'elles ont été nulles, comme je le dis très souvent, mais c'est parce que justement, pour la plupart, elles ont été surprises par, je dirais, la réaction en face. Elles ne s'attendaient certainement pas à une telle réaction des équipes en face. L'humilité a manqué depuis le début de la CAN pour certains. Pour certains, bon, je n'irai pas jusqu'à conclure ainsi, mais je veux dire que quand on regarde en tant qu'observateur, ces équipes qui ont été éliminées ont joué au niveau de leurs valeurs. Mais seulement qu'en face, on a vu des équipes qui, peut-être pour plusieurs, n'avaient pas cette valeur qu'elles ont prouvée. Mais c'est ça aussi qui montre que le football s'est développé et qu'aujourd'hui, sur le continent, vraiment, les équipes ont progressé. Et donc, quand on parle d'humilité, c'est une manière de dire, c'est vrai, si on a bâti toute notre réputation sur des années de gloire, il faut comprendre que chaque jour est une réalité. Et la réalité des 90 minutes sur le terrain, c'est cette réalité qu'il faut tenir. Donc, c'est un peu ça. Maintenant, sur le discours de sensibilisation par rapport au fair play, je crois que ça vient à point nommé. Parce que quand même sur des réseaux, sur certains réseaux, peut-être en Côte d'Ivoire encore, c'est encore modéré, mais pour ceux qui suivent un peu l'actualité, les réseaux au niveau du Mali, je pense qu'il y a quand même des propos un peu dur, très acerbes, qui sont vraiment de nature à créer trop de friction et de haine. Et c'est à juste titre que les autorités, notamment maliennes aussi, avec le communiqué de l'ambassadeur et d'autres personnes, montent au créneau pour appeler les uns et les autres au calme, parce qu'au final, ça ne reste qu'un match de foot. Ça aussi, c'est important que tout le monde le reconnaisse. Après ce match de foot-là, il n'y a pas un pays qui va disparaître de la planète. Ça aussi, c'est important que tout le monde comprenne. C'est juste 90 minutes de jeu, de sport, après quoi on s'embrasse et on continue. Voilà, vous faites bien de le dire, après quoi on s'embrasse et on continue. Alors, et si on refaisait place au jeu et on s'intéressait un tout petit peu? Évidemment, notre message sur le fair play est passé, nos téléspectateurs l'ont compris, ils seront parmi les supporters les plus exemplaires, on en est conscient. Mais revenons un tout petit peu au jeu, parce qu'on va fermer vite cette parenthèse. Qu'est-ce qu'on sait justement de cet entraîneur du Mali, qui est un binational, qui est fier aujourd'hui d'apporter enfin sa pierre à la construction de son pays? Parlons de lui un tout petit peu, Gérard. Qu'est-ce qu'on sait de lui, de son parcours et comment il s'est retrouvé là? Bon, écoutez, Eric Sékouchel, parce que là, généralement, on s'en limite seulement à Eric Schell. Voilà. Il y a un Sékou là. Et le Sékou, pour lui, c'est vraiment très important. Cela pour démontrer son attachement au Mali, à cette nation-là. Et aujourd'hui, il représente le pays avec beaucoup de fierté. Et c'est un entraîneur qui est humble, c'est un entraîneur qui est jeune, c'est un entraîneur aussi que l'ensemble, en tout cas de la population sportive du Mali, aime beaucoup. Voilà. Et lui, il leur rend cet amour-là, justement, en permettant à son équipe, évidemment, d'en être aujourd'hui au stade des quarts de finale, avec une sélection très intéressante d'ailleurs, surtout au milieu de terrain, avec des individualités comme les Yves Bissouma, et les Haïdara et tout. Donc franchement, c'était très bon boulot qu'il est en train de faire aujourd'hui au Mali, Eric Sékouchel. Et lui aussi, il prend l'humilité, hein, André. Ouais. Il le dit clairement, il dit c'est vrai, c'est un match, mais surtout que c'est un match à élimination directe. Nous avons donc
une opportunité. C'est-à-dire qu'on a gagné, nous avons une opportunité, celle de pouvoir. Justement, en parlant d'opportunité, quels sont les atouts de ces Maliens-là qui devraient amener les Ivoiriens à se méfier, Élisée? Ben, je pense déjà que, comme je l'ai dit la dernière fois, le milieu de terrain malien, pour moi, reste la force de cette équipe-là, qui parfois joue, quand on regarde le système adopté, parfois, c'est vrai, on va sur du 4-3-3, la plupart du temps du 4-3-3, qui se mue rapidement en 4-4-2. Et parce qu'ils ont des joueurs qui, offensivement, vraiment de la qualité, comme j'ai eu à le dire, c'est vrai, il a cité Bissouma, mais à côté de Bissouma, il y a d'autres encore qui sont à côté. Il y a Dorgelès, le jeune Dorgelès, qui est une révélation de la compétition. Il y a Sinayoko, qui est leur meilleur buteur. Vraiment, moi, je ne l'attendais même pas à ce niveau-là. C'est un ailier qui est très bon, mais qui aujourd'hui s'est mis en un tueur, un renard de surface. Donc, c'est dit aujourd'hui qu'on a en face vraiment une équipe qui a de la volonté. Eric Schell est arrivé à créer cette alchimie-là. C'est vrai que ces jeunes-là jouent depuis longtemps ensemble, mais vraiment, on sent une cohésion qui est devenue vraiment très solide. Et ça, c'est à mettre à l'actif d'Eric Schell, qui a réussi à tenir le discours. Je me rappelle encore d'un documentaire que j'ai suivi, où pendant son séjour avec cette équipe-là, pendant les éliminatoires, et franchement, on a vu que c'est quelqu'un qui a beaucoup de qualités humaines, qui est très proche de ses joueurs, qui même leur rend visite dans les compétitions quand ils sont en championnat, vraiment qui passe son quotidien avec ses joueurs, même au téléphone. Il est vraiment très proche et il a réussi à créer cette symbiose-là. Mais en face aussi, on a quand même des Pachidem qui, comme je le dis, sont revenus de très loin et qui aujourd'hui ont suffisamment faim. Ils le démontrent en tout cas à l'entraînement. Et je pense que ça serait une compétition très ouverte. Par rapport à tout ce que vous dites, parce qu'on a posé la question sur les atouts de ces équipes, je reviendrai à vous, mais je vais permettre à Gérard de répondre sur le côté technique. Est-ce que là, en ce moment, on peut dire qu'on a entendu Faye Imers répondre à cette question lors de la conférence de presse, est-ce que les Maliens sont beaucoup plus en confiance que la Côte d'Ivoire au regard de leur parcours et de ce qu'ils ont pu réaliser quand même dans cette compétition? En tout cas, la Côte d'Ivoire est sortie du lot contre le Sénégal. Excusez-moi. Elle est carrément sortie du lot contre le Sénégal. Par contre, les Maliens, ils sont ensemble depuis un bon bout de temps. Donc, en termes d'automatisme, c'est vraiment bien rodé. Voilà, c'est particulier. C'est vraiment une véritable équipe, tu vois, qui s'est formée depuis un bon bout de temps. Par contre, les éléphants, bon, on savait qu'il y a eu ce sursaut d'orgueil contre le Sénégal. Et c'est une véritable équipe, et très technique aussi d'ailleurs. Parce que les éléments qui la composent, il y a des gens qui jouent en Espagne, il y en a d'autres qui jouent en Angleterre. C'est vraiment une équipe complète. Il y a des individualités fortes, mais il y a aussi le collectif qui parle beaucoup pour le Mali. Élisée, est-ce que, hormis ce que Gérard vient de dire, est-ce qu'il y a d'autres atouts qui font que le Mali pourrait se croire favori par rapport à ce match-là? Je pense que ce n'est pas dans l'intérêt des Maliens et cela se justifie. Pour ceux qui ont suivi la CAN 2019, on les a affrontés. Je crois que c'était en 8e ou en quart de finale, où on les a affrontés, on les a battus dans les ultimes minutes de fin du match avec un but de Zaha. C'était en 8e, voilà, avec un but de Zaha. Et pour ceux qui ont suivi cette rencontre-là, je pense qu'en termes de position de balle, le Mali nous a totalement dominés. C'est une équipe qui a posé le ballon. Et aujourd'hui aussi, ils tiennent compte de l'histoire. Même chaque fois qu'ils ont bien joué face à la Côte d'Ivoire, ils ont perdu les matchs. Donc ça, c'est quelque part logé dans une partie de leur subconscience. Et là, c'est quelque part là. Et vous verrez que quand la rencontre va commencer et qu'au bout peut-être de 15-20 minutes, ils n'arrivent pas à trouver de solution et qu'ils voient qu'en face, ils ont une riposte forte, vous allez voir que ça va agir sur la compétition. Donc aujourd'hui, moi, je ne pense pas qu'ils deviennent vraiment en favori. Ils sont plutôt méfiants parce que, comme on le dit, quelqu'un qui revient pratiquement de la mort comme ça, franchement, c'est quelqu'un qui veut tout balayer sur son chemin. Et ils savent, ils ont vu ce que les éléphants ont montré face au Sénégal. Et aujourd'hui, ils sont quand même un peu sur la réserve. Très bien. Essayons, André, de regarder un peu l'aspect d'accès au stade, à Bouaké pour demain. Est-ce que les populations puissent avoir facilement les tickets, que ce soit en ligne ou dans les points de vente physique? Marius, essayons de parler de ce sujet-là avec vous. Concernant quand même les tickets. Non, mais on en parle encore. Est-ce que vous pensez que tout ça joue peut-être sur l'affluence qu'on pourrait avoir sur cette rencontre? Parce qu'on a de grandes communautés. Nécessairement. On l'a vu déjà à Ebimpe. Les questions de vente des tickets, si ce n'est pas bien géré. Et là encore, monsieur le Premier ministre a rassuré donc, les populations en prenant les choses en main. Et je pense que depuis lors, la situation s'est un peu stabilisée. Et nous pensons que pour la rencontre de demain à Bouaké, il est indéniable que l'on mette les bouchées doubles pour régler la question donc, des tickets et donc des billets d'entrée pour permettre à cette masse
de population qui viendra justement pour supporter leur équipe, d'avoir accès au stade. Parce que l'indisponibilité des tickets d'entrée pourrait également, en un point douté, créer des désagréments que nous ne souhaiterons pas. Mais est-ce que, je pense, c'est pour ça que c'est très intéressant que Christelle, on en parlait, on ramène quand même le sujet sur la table, mais est-ce qu'aujourd'hui, au regard de l'affluence autour de la rencontre, c'est pas ce qui fait qu'on pense qu'il n'y a plus de tickets, parce que peut-être que les terrains sont déjà, le stade est déjà plein, parce que quand même, le stade de Boaké, c'est 35 000, 40 000 places, mais là, ils vont en vendre sans doute 35. C'est ça. Donc, peut-être que le stade est déjà plein. Oui, les gens vendent les tickets en ligne. C'est ça que nous, on n'a pas compris. Parce que non, je veux dire, mais tout le monde ne peut pas avoir les tickets aussi. Parce que non, je veux que dire 35 000. Non, je dis la vente des tickets en ligne est un problème pour les populations, étant entendu que des individus payent les tickets et puis partent les revendre beaucoup plus cher. Par contre, il faut regarder ceux qui font de la haute spéculation sur les bien sûr, tickets. mais c'est ceux-là qui payent les tickets, ils payent plus de tickets et puis ils s'en vont les revendre en faisant de la spéculation. Bon, à la matière, là, déjà, dès lors que les tickets pour les responsables de la CAF, comme pour les responsables du COCAN, dès lors que les tickets ont été tous écoulés, pour eux, ils attendent une affluence avérée. Mais lorsqu'ils arrivent sur le terrain, on constate que, loin d'avoir les 40 000 spectateurs, on se retrouve à 30 000. On se demande où sont passés les 10 et les 15 000 autres spectateurs. Mais c'est lié justement au fait que les tickets étaient trop chers et que les populations n'ont pas pu avoir accès. Alors, Élisée, on a bien vu qu'au début de cette campagne, pour sensibiliser sur les différents points physiques d'achat de tickets, il y a eu certaines personnes qui ont été prises justement dans les mailles du filet, qui revendaient des tickets à des prix exorbitants. Est-ce qu'il ne faut pas justement sensibiliser nos populations, vous dénoncer tous ceux qui veulent vous vendre des tickets à 50 000, 100 000 francs? Il faut pouvoir le faire, Élisée. Oui, moi je pense qu'il y a quand même quelques précisions à faire. Il faut partir déjà sur le système de répartition des tickets sur le stade. La CAF, qui est l'organisatrice de la compétition, a des sponsors, à des personnes qui l'accompagnent. Et sur cette base-là, réserve une quantité de tickets pour ces sponsors-là. Il y a des entreprises qui, elles, ont injecté de l'argent dans l'organisation de la compétition auprès de la CAF. Et donc, en contrepartie, qu'on droit à un certain nombre de tickets. Moi, je vais vous prendre, par exemple, un match très simple, comme celui, par exemple, de Yamoussoukro, qui s'est joué avec les éléphants. Mais vous savez, 20 000 places. On avait 17 en vente. On avait en réalité, c'est-à-dire les tickets offerts au public comme ça, 6 000. 6 000. Le reste des tickets étaient des tickets, il y avait 7 000 environ qui étaient pour les sponsors et les partenaires. Voilà, ils ont déjà payé, ça, ils ont déjà réglé. Donc la CAF a déjà son argent, ça, il n'y a pas de problème, c'est déjà réglé. Maintenant, le problème, quand je suis une entreprise et que je prends 2 000 ou 3 000 tickets, il faut que je sois en mesure de mobiliser 2 000 gars à venir au stade. C'est là que le problème se pose en réalité. Donc je crois que dans le système, peut-être qu'à l'avenir, ce qui serait plutôt mieux de faire, et je crois que c'est ce qui a été fait après que les autorités ivoiriennes et les autorités de la CAF se soient mis d'accord à discuter sur la question du remplissage des stades, c'était de revoir à la hausse, effectivement, les tickets vendus au public par rapport à ce qui est mis à la disposition des sponsors. Ça aussi, c'est une autre façon de voir. Voilà, donc c'est là que la discussion a été faite, mais en même temps aussi, il faut avoir l'honnêteté de le dire. Souvent, on ne dit pas la vérité aux Ivoiriens. Les matchs comme des quarts de finale ou des matchs à haute intensité, parfois même les tickets sont finis avant le jour. Mais les gens ne disent pas aux gens que les tickets sont finis, on dit que les tickets sont en vente. Donc quand ils vont, qu'il n'y a pas de tickets, justement, ils sont dans leur droit de dire, mais on nous a dit que les tickets, on ne nous a pas encore dit que le ticket est fini. On vient, on nous dit qu'il n'y a pas de ticket. Il y a un problème qui ne marche pas. Et c'est là peut-être que je pense qu'il faut que la communication soit revue. Quand c'est sold out, on dit ouvertement aux gens, c'est sold out. C'est vrai qu'il y a des gens qui peuvent acquérir des tickets en nombre, ça c'est normal, avec les circuits, normalement, et pas de façon frauduleuse, et qui, à un moment donné, décident de le vendre parce qu'ils n'ont pas forcément tout ce qu'ils voulaient avoir avec eux. Ça n'arrive pas tout sur le terrain du stade du monde. Mais derrière, comme je le dis, il faut qu'on comprenne que ce n'est pas une volonté manifeste ni des autorités, ni de la CAF de ne pas voir les gens au stade. C'est pas possible. C'est vrai que c'est souvent très facile de taper uniquement que sur les autorités et les organisateurs. Mais il y a aussi quand même le public lui-même qui ne s'y est pas pris soit tôt ou qui parfois donc arrive à un moment où c'est un moment de congestion. On finit par se lasser à rester dans les rangs interminables. Donc en gros, l'essentiel, nous on pense ici depuis un moment, c'est de participer à la fête. Si vous n'avez pas pu avoir accès au stade, une chose dessus, il y a des fan zones, il y a des villages Cannes, il y a des villages des uns et des autres, il y a des établissements qui vous accueillent, qui ont apprêté leur espace pour que vous puissiez vivre cette Cannes
autrement. C'était donc pour nous une façon justement de clôturer le CAN. Non, juste une petite info voilà, pour compléter ce que vous êtes en train de dire. Au niveau, déjà, il est important de retenir que la CAN de la Côte d'Ivoire est la CAN qui a remporté, en termes de record d'affluence sur les stades, c'est la CAN qui a remporté les records d'affluence. Et avant le match Côte d'Ivoire-Sénégal, déjà, la CAF a enregistré un peu plus de 2 milliards de chiffre d'affaires en termes de vente des tickets. Et ça, c'est un record vraiment pour la CAF. Donc, ça vous dit qu'en Côte d'Ivoire, les gens aiment le sport et la CAN ivoirienne, comme on le dit, risque d'être effectivement la plus belle jamais organisée. En tout cas, pour la CAF, c'est qu'elle a engrangé, elle peut dire que c'est la meilleure CAN qu'elle ait organisée. Très bien. Donc, Merci en tout cas, beaucoup. on va marquer juste une courte pause sur le dossier CAN et sport. On reparlera de cela quand on aura notre invité ici même, le professeur Yacouba Konaté, justement éminence de notre système universitaire, grand intellectuel dans les domaines de culture, grand philosophe, qui sera avec nous pour qu'on parle un tout petit peu de ce lien entre culture et sport. Mais avant, on a quand même une information qui nous réjouit. La justice continue son boulot. Et suite à ce braquage mortel, rappelez-vous, dans les rues de Marcory, ce braquage qui avait ému nombre de nos concitoyens, eh bien, il y a eu des décisions fortes, hein, Christelle. Exactement. On se le rappelle, c'était le 8 janvier que le feu Niepa Jean-Claude a trouvé la mort. Il avait sur lui donc 15 millions de francs CFA. Il a été agressé. On se rappelle de cette vidéo devenue virale. Eh bien, ils ont été donc les auteurs de cet affreux crime ont été condamnés à la prison à vie. À la prison à vie. On aimerait donc avoir vos différentes analyses là-dessus, vos différentes analyses là-dessus. Marius. Mais une sanction totalement exemplaire et appréciable de notre justice qui, par cette décision de justice, atteste que rien ne sera comme avant. Et qui plus est, de tels malfrats ne devraient pas avoir... Je dirais de tels malabars. Oui, de tels malabars ne devraient pas avoir... progrès. Oui, de tels individus ne devraient même pas avoir pied sur rue. Et donc, c'est tout à fait salutaire. Et une prison à vie, malheureusement, il n'y a plus de peine de mort. Sinon, c'est ce qu'ils mériteraient. Malheureusement, heureusement, fort heureusement, il n'y a plus de peine de mort. Sinon, c'est ce qu'ils auraient mérité. Mais en tout cas, le feu Niepa Jean-Claude ne peut pas suivre la CAN. Parce que très tôt a été appelé là où il ne faut pas par ces quatre individus. C'est d'ailleurs le lieu de tirer notre chapeau à sa famille. Oui, en tout cas, toutes nos condoléances à la Exactement. famille. Élisée, réaction. Oui, si vous vous souvenez... Comment vous inspire même tout ça, la célérité du procès, d'abord l'arrestation, ensuite le procès, la condamnation aujourd'hui à travers le communiqué du procureur? Oui, déjà c'est à saluer. Hein, moi, je pense que le fait que le procureur ait fait déjà ce communiqué-là, ça montre véritablement que les instructions qui ont été lues dans la circulaire faite par le ministre, le garde des Sceaux, en train de porter ses fruits. Pour communiquer sur certaines parce que le garde des Sceaux a affaires. décidé que désormais, en tout cas, les procureurs et tous ceux qui ont en charge des dossiers puissent communiquer. Et ça, c'est déjà une très bonne chose. Ça rentre déjà en vigueur, c'est déjà une très bonne chose. Mais à côté de ça, ça montre même, je dis que cette symphonie, cette symbiose entre notre système de sécurité et notre système judiciaire. Si vous vous rappelez, lorsqu'on a parlé la première fois de ce crime-là, lorsqu'on a vu la vidéo, je vous avais dit que les malfrats n'auront pas plus de 48 heures, voire 72 heures pour être pris. Parce qu'aujourd'hui, le système mis en place par les autorités, le système sécuritaire, c'est difficile, surtout pour quelque chose qui s'est passé en pleine ville, en public, et où il y a eu des caméras, c'est difficile que vous échappez. Et si vous regardez sur les 3 dernières années, chaque fois qu'il y a eu des cas de braquage de cette nature, et qu'il y a eu même des vidéos, ou bien même qu'il n'y ait pas eu de vidéos, dans les jours qu'on suivit, systématiquement, ces personnes ont été prises. Voilà, donc c'est le lieu peut-être d'interpeller ceux-là qui jusque-là pensent qu'ils sont des petits malais, pour leur dire qu'aujourd'hui, le système de sécurité mis en place par les autorités publiques en Côte d'Ivoire porte leurs fruits et ils ne peuvent plus commettre des crimes et vraiment se volatiliser. Ça aussi, c'est important qu'ils le comprennent. Ok, Gérard, sur ce que ont dit vos camarades. Exactement. En tout cas, s'il fallait démontrer effectivement que notre police est très bien équipée déjà dans un premier temps et qu'elle est extrêmement très professionnelle, voilà, l'exemple est là, hein, il est éloquent, il est parlant. Voilà, ces malfrats qui ont commis ce crime-là, crapuleux d'ailleurs, le grappin leur a été mis dessus, qui ont été jugés et condamnés à vie. Reconnus coupables et condamnés à vie. Voilà, et en tout cas aussi saluer toute la chaîne, comme le disait tantôt Élisée, la chaîne sécuritaire et judiciaire de notre pays, pour dire que les choses avancent, les choses sont mises en place comme il se doit.
et c'est à saluer. Vous êtes en train évidemment de souligner toutes les capacités aujourd'hui de notre système sécuritaire, mais ce qui est quand même très intéressant, c'est que le système n'a pas donné le choix à ces coupables, puisqu'ils ont reconnu leur participation au fait. Et ça, quand même, c'est quelque chose qu'il faut souligner. Parce que la justice, tant que le coupable nie encore les faits, on peut toujours émettre un doute et dire les preuves sont là, qu'elles ne sont pas palpables. Et dire les preuves ne sont pas palpables. Mais là, les preuves rassemblées par la justice semblent corroborer finalement leur aveu. Oui, en effet, parce que c'est ça tout à l'heure, quand Gérard parlait, j'ai tout de suite ajouté, ils ont été jugés. C'est-à-dire qu'ils étaient là à l'audience, on les a entendus, on les a questionnés. Ils ont été enfin reconnus coupables. À la fin des entretiens, des échanges, la justice les a reconnus coupables et enfin les a condamnés à une peine à vie. C'est clair. Donc le débat, il est clos. C'est-à-dire qu'il ne peut même pas faire appel de cette décision. Étant entendu que les faits sont là, eux-mêmes l'ont reconnu. Et c'est un signal fort, André, pour justement tous les autres kidam qui voudront s'essayer à ce genre de manipulation. Vous ne pouvez pas vous permettre d'ôter la vie. Je ne sais pas si vous voulez rajouter un petit quelque chose. Oui. Vous voulez rajouter, on va parler sur les enseignements qu'on peut tirer de cela, mais allez-y, rajoutez juste un petit quelque chose. Oui, justement, c'est au niveau des enseignements, peut-être que j'ai voulu anticiper un peu. Voilà. Si vous vous rappelez, il y a une dizaine de jours ici, la police a arrêté celui qu'on appelait le voleur des hôtels. Il se baladait dans des hôtels luxueux à travers l'Afrique et dans les capitales. Et c'est à Côte d'Ivoire ici, ça a été la fin de son parcours. C'est l'une des preuves encore aujourd'hui qu'on a quand même une police qui est montée en puissance et qui aujourd'hui est devenue très professionnelle. Et plus rien ne peut passer vraiment sur la sellette. Gérard? C'était pour dire rapidement qu'aujourd'hui, c'est aussi un élément très dissuasif là, de tous ces malfrats qui pensent qu'ils peuvent s'adonner à des pratiques pas du tout recommandables, sinon peu recommandables. Donc aujourd'hui, vous êtes visible de partout. Voilà, c'est vraiment un élément dissuasif. C'est justement cet enseignement-là qu'on peut tirer et à ce niveau-là, je voulais donner la parole quand même parce que Marius est quand même un militant des droits de l'homme qui se bat pour justement l'intégrité des consommateurs, leurs droits, etc. Est-ce que cette multiplication dans notre pays de la vidéosurveillance, vous vous dites, c'est plutôt profitable à la société que le contraire, finalement, quand on voit ce qui s'est passé avec le cas. Au début, pour des gens, pour un peuple qui n'a vraiment pas été habitué aux caméras de surveillance, c'était tout nouveau. Cela semblait donner l'impression que le gouvernement voulait fouiller dans nos poches et dans nos costumes et dans les pagnes de nos épouses, en nous surveillant partout où nous marchons sur Abidjan. Jusque-là. Mais finalement, ça violait un petit peu l'intimité. Pour les gens comme nous qui voyageons beaucoup, pour les Ivoiriens qui sortent beaucoup de leur pays, on s'est rendu compte, et on se rend toujours compte d'ailleurs à l'extérieur, que la vidéosurveillance fait partie justement des éléments dont dispose justement la justice et les autorités policières et j'allais dire même militaires dans pas mal de pays pour assurer la sécurité des biens et des personnes. Et donc ça a été une idée ingénieuse pour nos gouvernants de mettre en œuvre justement cette initiative et aujourd'hui cela nous permet de pouvoir naturellement être en total, même si la sécurité totale n'existe pas, il n'en demeure pas moins de rappeler que nous sommes beaucoup plus à l'aise avec justement cette autre forme de gestion de la sécurité en Côte d'Ivoire. Et André, il faut saluer donc, pour terminer sur ce point, les autorités ivoiriennes, parce que la Côte d'Ivoire se développe et la Côte d'Ivoire avance. Quand on se rappelle que ce voleur des hôtels a régné dans d'autres pays, et en Côte d'Ivoire, dans plusieurs capitales, et en Côte d'Ivoire, ça a été donc la fin de son règne. C'est à saluer, notre pays avance et il avancera évidemment. Encore plus avec la victoire de demain. Il n'y a même pas que ça, il y a aussi même des voleurs à l'arraché qui suivent des mobylettes qui volent les usagers et qui sont tout le temps pris grâce justement à ces vidéosurveillances. Vous faites bien de le dire parce que ça, on pourra toujours faire l'analyse, en faire un débat public. La Côte d'Ivoire a mis beaucoup d'argent dans la vidéosurveillance. Et justement, quand on voit ça comme ça, évidemment, on se dit le pays fait de bons choix pour assurer la tranquillité de l'ensemble de nos concitoyens, Christelle. Exactement. Et donc, on va faire une pause, les amis, et on se retrouve dans quelques instants. À tout à l'heure. Mesdames et messieurs, très chers téléspectateurs, on vous avait promis de revenir sur nos différents canaux, numéro 6 sur la TNT
et numéro 6 sur le bouquet Canal+. On vous avait promis de revenir sur la CAN. Évidemment, on ne pourrait terminer la semaine sans reparler un tout petit peu de la CAN, de ses implications, de même ses imbrications avec d'autres disciplines. Et pour ce faire, nous avons décidé de recevoir un invité, une éminence de notre pays, donc en matière de réflexion sur comment va la société, sur évidemment le destin de notre pays. Et parfois, notre destin est marqué par les rendez-vous sport. Et il va réfléchir avec nous et nous faire part de ses réflexions et surtout de ses initiatives, Christelle. Exactement. Et on va broder un peu donc autour de la CAN, culture et CAN. Professeur Yacouba Konaté, bonsoir et merci d'être avec nous. Bonsoir monsieur, bonsoir madame. C'est un véritable plaisir et un honneur pour nous de vous recevoir sur ce plateau. Et moi aussi. Alors vous êtes directeur de la Rotonde des Arts, mais également conseiller culturel du président du COCAN. Et on parlera avec vous de la promotion de la culture ivoirienne, évidemment à travers la CAN. Quelles sont les initiatives et déjà, mais pourquoi avoir un conseiller culturel au président du COCAN? Mais la première des choses, c'est que, vous savez, les thèmes qui se retiennent doivent être validés culturellement. Donc, un conseiller culturel, il donne son avis, il fait des propositions de thèmes, et ensuite le président, il est valide, mais il ne les valide pas tout de suite, parce qu'il faut lui faire plusieurs propositions qu'il va aller soumettre au Premier ministre et au président de la République. Ensuite, vous avez tous les aspects culturels de la CAN, qui sont la mascotte, qui sont l'hymne, qui sont la cérémonie d'ouverture, qui sont l'animation des villages CAN, et tout le reste qui s'enclenche là-dessus, c'est des dossiers vraiment énormes. Et chaque fois, moi, mon rôle, c'était de faire des propositions. Et chaque fois, à plusieurs volets pour que le président puisse prendre l'option qui lui paraît la plus évidente. Ensuite, lui, donc, de manière plus spécifique, moi, quand j'ai été nommé à ce poste depuis le temps de Feu Kessé, je suis rentré avec un projet que j'ai fait moi-même. Parce qu'il faut savoir que dans le cahier des charges, il y a des obligations. Mais tout, par exemple, même la mascotte ne fait pas partie des obligations. Mais il est évident qu'aujourd'hui, on ne peut pas valider une manifestation comme celle-là sans une mascotte. Comment on l'a choisi, quelles sont les procédures. C'est comme l'hymne, on a pris l'option de proposer ça à une majeure compagnie, mais on aurait pu aussi faire un concours plus ouvert qui allait pendant 3-4 mois travailler avec les télés comme les vôtres, etc. Donc c'est des options qu'on prend. Et sans compter que je pense qu'il y avait aussi une carte à jouer au niveau de l'animation des espaces urbains. Parce que quand on allait dans les villes, le souci des maires et des gouverneurs, c'était d'avoir une ville propre. Comment il fallait faire les garages où les voitures étaient mal garées ou trop vieilles pour être montrées, comment on fait. Donc tout ça, on a eu des propositions à rentrer. On vous a écouté longuement, mais il y a une chose, parce que vous savez, le grand public, parfois, je veux revenir sur l'hymne, vous avez dit quelque chose de très intéressant, le grand public, parfois, reste dans l'ignorance. Ce que moi, je reproche beaucoup à nos responsables, c'est de ne pas communiquer parfois sur les choses. Vous avez donné une communication très importante sur l'hymne, parce qu'il y a une polémique que je trouve vaine, sur l'hymne avec Assalfo, Yemi Alade, tout ça. Vous avez dit, on a confié l'hymne à une major. Et ça, il faut que beaucoup d'Ivoiriens comprennent que ce n'est pas à un artiste que l'hymne a été confié. Non. L'hymne, ça, ils ne savent pas. L'hymne, ce n'est pas Assalfo, c'est pas machin. L'hymne, c'est la major que tout le monde connaît, ou peut-être ceux qui ne la connaissent pas, on va la donner, c'est Universal Music, qui est dépositaire de la fabrication de l'hymne et donc a choisi des artistes après. Donc ce n'est pas Assalfo qui a choisi l'hymne. Pas du tout. Ça, il était bon de le préciser. Absolument. En fait, c'est très intéressant, vraiment, tout ce que vous nous avez dit. Ça veut dire que, justement, on ne peut pas concevoir un rendez-vous sportif comme celui-là sans penser à la culture. Parce que aujourd'hui, dans le monde moderne, c'est une incongruité. Ah ben, d'autant plus que le volet, la commission culturelle en tant que telle, vous savez que ça ne fait pas partie de la nomenclature de la CAF. C'est cela. À la CAF, il n'y a pas de commission culturelle, il n'y a pas de responsable de la culture. Donc, à un certain moment, la CAF a dit, nous, on veut avoir des interlocuteurs qui correspondent à toutes les structures que nous avons chez nous, au Caire. Donc,
le Premier ministre Patrick Haché à l'époque a dit, mais quand même, on ne peut pas faire une CAN sans Nous, il nous faut la culture. Donc, on a maintenu une commission culturelle parce que, indépendamment de toutes les choses dont on a déjà parlé, il fallait animer les villes, il fallait faire des playlists pour que dans les fan zones, on sache qu'est-ce qu'on joue, pour qu'on les joue. Ah, tout ça, vous avez contrôlé tout ça? Ah oui, bien sûr. Et il faut minuter, payer les droits, discuter avec le Burida. C'est beaucoup de travail en amont, sans compter que la cérémonie d'ouverture elle-même, il faut voir qu'est-ce que, une fois qu'on a confié à quelqu'un, il faut voir qu'est-ce que la personne propose. C'était à Georges Monboy que vous avez confié ça? Non, c'est plutôt une autre structure. C'est une structure internationale. Georges Monboy faisait partie au départ des prestataires qui avaient proposé, qui avaient rentré des dossiers. Finalement, il s'est retrouvé à travailler avec la structure qui a eu le marché. Mais la proposition qui est faite, on doit regarder pour voir si ça correspond à nos attentes. Et je peux vous dire qu'on est intervenu grâce à Madame la ministre de la Culture et de la Francophonie. On a eu vraiment des séances très, très serrées les 3 ou 4 dernières semaines pour essayer de faire passer un maximum d'informations, de signes, de telle sorte que la cérémonie parle davantage au peuple ivoirien. Élisée, ensuite une question que je vous poserai. Professeur, on a vu la cérémonie d'ouverture, on a eu droit à une très belle fresque, on a vu un très beau spectacle. Mais vous convenez avec moi que pour un pays comme la Côte d'Ivoire, où 75% de la population est constituée de jeunes qui, pour la grande majorité, sont en cité, sont donc dans les zones urbaines, qui ne savent pas ce qui se passe dans le village. Qu'est-ce que vous avez voulu représenter réellement au travers tout ce qu'on a vu durant la cérémonie? C'est quoi le commentaire derrière? Élisée, merci, parce que c'était la question que je m'apprêtais à poser. Quels étaient les différents tableaux que vous vouliez montrer au monde? Le premier tableau, c'est une scène. C'est une scène qui renvoie à la base initiale de la construction de la nation. Vous parlez de cette scène-là? De cette scène. Et ensuite, vous allez voir des gens qui viennent, qui placent des piliers. Et ces piliers indiquent la volonté de construction de la Côte d'Ivoire. Et à un certain moment, cette construction, on ne va pas la montrer seulement sous le mode des piliers. On va faire intervenir des gens qui ont des smartphones, qui portent des casques, qui montrent très bien que la Côte d'Ivoire n'est pas seulement un pays, un pays de planteurs ou de cueilleurs de fruits, la modernité. Mais que nous sommes vraiment dans une modernité évidente. Ensuite, maintenant, cette modernité est basée sur un pays dont les cultures sont très fortes. Vraiment, il faut savoir qu'en Côte d'Ivoire, il y a au moins 6 écoles de masse qui chacune ont un vocabulaire et qui chacune, c'est-à-dire de la même manière que je peux vous parler anglais, espagnol, si vous prenez un masque baoulé, il va vous dire les mêmes choses que je dis selon une déclinaison d'un vocabulaire plastique complètement différent, à telle enseigne que si on leur donne le même visage, chacun va avoir des rendus différents. Donc il a fallu montrer également cette richesse-là, mais il fallait faire signe aussi aux différentes cannes qu'on a déjà organisées. Et là, je ne sais pas si vous avez entendu la voix de Didier Drogba, qui a expliqué qu'en 1984, c'était 2 villes, 8 équipes, et qu'aujourd'hui, nous sommes à 5 villes, 6 stades, 24 équipes, dans un effet d'étonnement qui montre tous les travaux, tout le bon en avant que nous avons essayé d'organiser. Mais justement, professeur, est-ce que le message est passé? Est-ce que tous ces tableaux ont été perçus par les téléspectateurs et ceux qui étaient au stade? En fait, le message peut passer tout de suite, mais dans un cadre comme celui-là, il faut d'abord étonner. Parce que le plus important, ce n'est pas d'emblée de comprendre ce qui se dit, mais c'est de voir et de regarder, et puis après, les messages peuvent... Bon, maintenant, tout le monde n'est pas branché sur les radios, les télés, parce que là aussi, il a fallu faire des notes pour les journalistes pour que, dans l'interprétation de ce qui va se montrer, ils nous aident aussi dans la médiatisation à mieux véhiculer le message. Professeur, moi, je voudrais bien savoir, en tout cas, tout ce qui s'est fait pour la cérémonie d'ouverture, à qui est-ce que, finalement, le message est adressé? Est-ce que c'est déjà aux Ivoiriens? Est-ce que c'est aux personnes aussi qui regardent de l'extérieur? Au monde entier. Au monde entier. C'est la Côte d'Ivoire qui invite, c'est la Côte d'Ivoire qui reçoit,
Et donc, nous montrons ce que nous avons de mieux, mais nous faisons attention à ce que ça soit un message universel. Une cérémonie comme celle-là, une manifestation comme celle-là, aurait raté ses objectifs si on s'informait, si on s'enfermait dans une sorte d'ivoirocentrisme. Hein. Donc, il fallait montrer... vous savez, ils étaient 600, les jeunes qui ont fait cette chorégraphie. C'est autant de personnes qui sont aguerries maintenant, qui ont une sorte de culture des grands événements et qui, j'espère, vont faire valoir leurs compétences dans d'autres manifestations à venir, ici ou ailleurs. Parce que Georges Monboy, j'ouvre la parenthèse pour dire que la Coupe du Monde de 2010 ouais, en Afrique du Sud, c'est lui qui était le chorégraphe principal. Et je sais aussi qu'aux Jeux Olympiques à Paris, à Londres. Celui de Londres, 2012. Moi, j'étais d'ailleurs commissaire d'une exposition pendant ces Jeux-là. Il a également officié. Vous faites bien de parler. C'est un grand chorégraphe qu'il faut prendre. Absolument. Vous faites bien donc de parler de valorisation de nos artistes, de nos créateurs. Et justement, vous êtes aussi directeur de la Rotonde des Arts et vous avez accueilli donc une exposition. Et c'est là où ça devient très intéressant. On évolue, on parlait de la cérémonie d'ouverture, mais évoluons justement dans le rapport entre les arts et le sport. Et c'est de dire comment les arts parlent du sport, comment les arts traduisent la réalité sociale du sport. Et cette exposition-là était pour vous bien à propos. Comment l'ont perçu justement ceux qui sont venus découvrir une telle exposition où on voit art et sport? Je vous remercie de parler de cette exposition que vraiment j'ai portée, que je porte depuis au moins 2006. L'année où la Côte d'Ivoire a joué contre la Hollande et qu'on a perdu... les supporters ne comprennent pas que leur équipe perd. Donc ce jour-là, je ne comprenais pas. Et j'ai discuté avec Kaba Koné dans l'avion. Et puis j'ai eu la chance aussi d'avoir dans le même avion quelques joueurs qui venaient de participer à la Coupe du Monde. Et j'ai compris une première chose, c'est que les nations confient leur destin à des gamins. Je m'excuse de dire ça comme ça. Mais les footballeurs, c'est vraiment des jeunes gens. Qu'est-ce que vous avez vu qui vous fait dire qu'il n'était pas peut-être dans la douleur que vous étiez? Mais parce que dans l'avion, il n'était pas aussi triste que moi je l'aurais souhaité. Parce qu'on ne comprend pas. Eux, c'est des hommes de métier. Et quand ils ont fini un match, ils pensent au prochain. Ils ne vont pas se morfondre pendant 3 semaines. Et donc, je dis à Kaba, mais les jeunes gens, ils n'y ont pas cru. Sinon, ils auraient pu battre les Hollandais. En ce moment, Kaba, il m'explique, tu sais, prof, on ne pouvait pas les battre pour 2 raisons. Premièrement, il y a des enjeux économiques. Si la Hollande sort de la Coupe du Monde en Allemagne, c'est au moins 500 touristes, ou je ne sais pas, je dis n'importe quoi. Oui, bien sûr. Je dis 500, mais je sont venus de la Hollande, 5 000 touristes qui s'en vont. Et en plus, il m'a expliqué la chose suivante. Quand les joueurs étaient dans les vestiaires, nos éléphants, les légendes, les mythes du foot hollandais sont venus encourager leurs joueurs, Van Goulit, Van Basten, tous ceux que vous pouvez imaginer, ils sont venus et quand ils sortaient, ils s'arrangeaient de sorte à aller vers les Ivoiriens qui sortaient et qui faisaient des photos avec eux et c'est tout juste s'ils ne se mettaient pas au garde à vous parce que pour eux, ils se sentaient très honorés. Ils faisaient des photos avec ceux contre qui ils allaient jouer. Au niveau du mental, c'était déjà down. Donc ça vous a marqué? Ah oui, moi qui ai fait un peu de psychologie, je me dis, le résultat, j'ai dit, Kaba, je comprends, il ne jouait pas seulement contre les Hollandais de 2006, mais il jouait contre l'histoire du foot. La génération, bien sûr. Voilà. Donc, du coup, je me suis dit, ça serait bien qu'en Côte d'Ivoire, on ait aussi une sorte de transmission qui permette aux générations de footballeurs d'aujourd'hui de comprendre que chaque fois qu'ils sont sur un terrain, beaucoup jouent derrière eux. Manglé joue derrière eux, Drogba joue derrière eux, etc., etc. Mon rêve, c'était de faire une exposition où j'aurais eu 1000 sculptures que j'aurais entreposées à Ebimpe, de sorte que tous les joueurs qui vont jouer contre nous sont obligés de passer dans une rangée ou sous la bonne garde de Poku, de Manglé, de Dei Maurice et tout ce que vous connaissez. Pour faire l'effet psychologique. Comme absolument. Et puis très rapidement et gentiment, on m'a expliqué, vous savez, le terrain,
C'est la Côte d'Ivoire qui construit, mais ça appartient à la CAF. La compétition, le temps de la compétition. Et d'ailleurs, ton exposition ne fait même pas partie du cahier des charges. Donc, mais moi, j'ai dit, je fais mon exposition quand même, mais finalement, le COCAN l'a inscrite au titre du patrimoine, au titre de l'héritage, des choses qu'on va recenser comme des legs des Jeux de la mais sur CAN ça, parce que quand vous parlez de d'Ivoire. legs, revenons sur ce qui a composé cette exposition. Parfois, on l'a vu, notamment cette utilisation à la fois des coupures de presse, tout ce mélange que vous avez pu utiliser. Et quand vous parlez d'héritage, pour nous, pour moi qui n'étais pas là en 84, ça a été une vraie découverte. Absolument. Je vous remercie d'avoir vu l'exposition. Je vous remercie d'avoir vu. Et je peux vous dire qu'aujourd'hui, on a plus de 5000 visiteurs. Et les universités, les écoles viennent à partir de la semaine prochaine et après. C'est jusqu'à quand Jusqu'à fin mars. Fin mars. Ah oui, très bien. Jusqu'au 13 mars au moins. Et l'un des enjeux de cette affaire, c'était d'animer les archives, de donner une utilisation pratique aux archives nationales, les archives de presse, mais les archives audiovisuelles. Et l'exposition est conçue de telle sorte que, évidemment, je raconte les participations ivoiriennes aux différentes CAN, mais en particulier aux 3 CAN, les 2 qu'on a gagnés, la 84, et les 84 qu'on a organisées. Et je vais ajouter un autre wagon à la fin de la compétition pour relancer, pour que à la fin du process, on puisse avoir une histoire globale et je ferai un beau livre. Alors, donc ce que j'essaie d'expliquer, c'est que les archives, ça compte. C'est ça. Et j'ai eu la chance d'être soutenu et par Fraternité Matin et par la RTI. Vraiment, qui m'ont ouvert une table. Et parce que je pense que tout le travail que vous faites au quotidien, ça consiste à nous créer une mémoire, mais une mémoire a besoin d'être réactivée. Exactement. Et si vous ne réactivez pas votre mémoire, vous ne vous construisez pas vous-même et vous ne pouvez pas construire non plus une nation. Très bien. Voilà. Donc c'est ce travail que je fais et moi je le fais vraiment, je peux vous dire que c'est un engagement personnel. C'est pratiquement pro bono, hein, comme on dit. Absolument, mais parce que je vais indiquer à tous ceux qui devraient le savoir que s'ils veulent créer un jour un musée du foot ou un musée du sport tout court, il y a de la matière. Il y a de la matière. Et voilà. Et moi, je fais le software. Maintenant, si quelqu'un construit des locaux pour me donner ce qu'il faut, parce que moi, à la Rotonde, j'ai la chance que la Fondation Nour Al-Hilal m'a confié ce lieu qui est magique. Mais je ne vais pas montrer ça pendant 3 ans. Professeur, restons juste un court instant parce qu'on ne va pas vous laisser partir. On sait que vous êtes philosophe, vous avez été directeur général du Massa, vous êtes quand même en matière de culture dans notre pays une personnalité importante. Mais parlons justement, pour terminer cette émission, du sport comme opium du peuple. C'est quand même un philosophe. Absolument. On ne peut pas vous laisser partir sans que vous ayez quand même un avis là-dessus. Comment est-ce que le sport est devenu justement cette passion au point d'entraîner même les politiques à l'utiliser comme un moyen de tranquillisant? Je fais exprès d'utiliser ça pour le peuple. Le terme est bien dit, André. Les politiques l'utilisent comme un moyen de tranquillisant, professeur. C'est très juste, c'est très juste. Parce que quand il a dit opium du peuple, évidemment, ça fait retour à Marx. Bien sûr. Et quand Marx définit la religion comme l'opium du peuple, il dit c'est le cœur d'un monde sans cœur. C'est ça. Et je ne dirai pas davantage, mais ce que je veux rappeler, c'est que la notion d'opium intervient contre la religion. La religion, et Marx, vous savez qu'il travaillait pour une confrontation des classes, il cherchait plutôt à dévoiler les contradictions pour qu'il y ait un conflit social. Et en ce moment, la religion empêchait le conflit d'advenir dans les délais que voulaient les révolutionnaires. Donc ça veut dire que ça emballe les conflits, ça les masque, ça les empêche d'évoluer. Je peux dire que sous ce rapport-là, vous avez raison de rappeler cette citation, parce que pendant toute la période du parti unique, les seuls lieux où il y avait des discussions ouvertes, c'était au foot. On ne pouvait pas critiquer le PDCI pouvoir, et encore moins Houphouët-Boigny. On pouvait critiquer son dirigeant. Et sans compter que
la nomenclature, les bases de construction même des différents clubs, c'était des bases socio-ethniques sur lesquelles on ne reviendra pas ici. Mais maintenant, à partir d'un certain moment, on est entré dans la civilisation du loisir, au moins depuis les débuts 2060. À partir de ce moment, tout ce qui apparaissait comme négligeable, ce qu'on appelait à l'époque les arts de masse, même la musique, que les intellectuels ne prenaient pas au sérieux, ils ont commencé à dire « Ah, mais si le peuple s'intéresse à ces choses-là, pourquoi nous on s'en désintéresserait ?» Donc la force du foot, c'est que c'est magique, vraiment. Maradona disait que le meilleur jouet qu'on puisse donner à un enfant, c'est un ballon. Et c'est magique. Et en plus, c'est une culture du corps qui intègre à la fois les nantis et les pauvres. Et c'est facile à voyager. Et puis la mise en place de la société du spectacle en a fait un grand événement avec de gros enjeux économiques et financiers qui font aujourd'hui qu'effectivement, une soirée de foot, c'est un peu une soirée d'hypnose. Tout le monde regarde, on oublie un peu la lourdeur des factures. C'est sous ce rapport-là que ça arrive. Merci. Ma conclusion, c'est que ce n'est pas seulement l'opium du peuple, c'est l'opium de la nation, y compris des dirigeants qui nous gouvernent. Vous savez quoi, professeur, on ferait tout un cours magistral sur cette question, qu'on n'en finirait pas. Mais une chose était sûre, il fallait qu'on permette à tous ceux qui aiment le sport, qui le voient comme un loisir assez comme ça, inoffensif, de comprendre qu'il y a toute une réflexion derrière, et cette réflexion est portée par de grands intellectuels comme vous. Et nous, on était vraiment très contents de vous avoir ce soir sur Live TV. Je suis heureux de votre invitation. J'ai fait beaucoup d'interviews, mais je suis particulièrement heureux de vous rencontrer aujourd'hui. Merci, professeur, d'être venu. Votre écoute et votre et surtout pour l'impact générationnel. Merci pour cette belle exposition qui tient jusqu'à mars à la Rotonde. C'est au plateau. Hommage mérité au professeur. Bon, enfin, on le dira. Pour terminer. Un pourri de dernière minute. Vous n'êtes pas sérieux, professeur. Il y a toujours un petit truc. Alors voilà, donc je vous invite à aller à la Rotonde au plateau pour l'histoire regarder du foot de Côte d'Ivoire. Voilà, l'histoire du football de Côte d'Ivoire. Et ce serait bon pour les peuples et la jeunesse, savoir que le travail et les résultats viennent par l'effort. Alors, merci, professeur. André. Merci, Christelle. Merci, professeur. Merci, à bientôt. Merci. Allez, à la semaine prochaine. La victoire des éléphants demain. Victoire des éléphants.